Un champion immortel, mais une légende silencieuse depuis plus de 10 ans. Que s'est-il réellement passé avec Michael Schumacher? Sept titres mondiaux, 91 victoires. Le nom qui a redonné à Ferrari sa couronne et fait vibrer l'Italie, l'Allemagne et la France des dimanches de Grand Prix. Le 29 décembre 2013, loin des stands et des vibreurs, un accident de ski à Méribel bouleverse tout. Depuis, un silence. Pas de rumeurs ici, pas de voyeurisme. Seulement les faits, vérifiés, recoupés, expliqués. Derrière la légende, il y a un homme, une famille et un héritage sportif unique. Comment Schumacher est-il devenu l'étalon or de la discipline? Pourquoi son style au volant reste une référence? Que sait-on, vraiment, de son état, de son combat et de la forteresse de discrétion érigée autour de lui? Dans cette vidéo, nous allons remonter la piste. Des cartes de Kerpen aux nuits blanches de Maranello, des larmes de Suzuka au voile qui s'est refermé à Grenoble. Sans sensationnalisme. Avec respect, source à l'appui, pour séparer le mythe de la réalité. Si vous aimez la F1 et les histoires vraies derrière les légendes, abonnez-vous à Red Zone Motor. Attachez vos ceintures, on démarre. Pour comprendre la légende Schumacher, il faut revenir là où tout a commencé, à Kerpen, petite ville d'Allemagne de l'Ouest. Le jeune Michael n'a pas grandi dans le luxe. Son père Rolf, maçon de métier, tenait le karting local le week-end, pendant que sa mère, Elisabeth, s'occupait du snack-bar du circuit. Très tôt, le petit garçon de 4 ans reçoit un kart bricolé par son père, qu'il envoie directement dans un lampadaire. Un accident anodin, mais révélateur. Déjà, Michael voulait repousser les limites. Les parents n'avaient pas les moyens. Mais ils ont tout sacrifié. Heures supplémentaires, réparations pour d'autres pilotes, petit boulot. Michael roulait avec du matériel de récupération, souvent inférieur aux autres. Pourtant, à 6 ans, il était déjà champion du club. À 12 ans, il obtient une licence spéciale pour courir avant l'âge légal. Et à 16, il enchaîne les titres nationaux. Un talent brut, poli par la débrouille. Grâce à des sponsors locaux trouvés par son père, Schumacher grimpe les échelons. Après la Formule Ford et la Formule Koenig, il débarque en Formule 3 allemande. En 1990, il domine le championnat et surtout, frappe un grand coup à Macao. Face à Mika Häkkinen, son futur grand rival, il remporte une manche décisive. Ce duel restera dans les mémoires comme le vrai révélateur d'un futur champion du monde. L'année suivante, 1991, à Spa-Francorchamps, Jordan, une petite écurie, cherche un remplaçant de dernière minute. Michael a 22 ans. Personne ne le connaît. En qualification, il claque le 7e temps. Dans le paddock, c'est la stupeur. Qui est ce gamin qui fait voler une Jordan plus vite que des pilotes confirmés? Il abandonne en course, mais l'essentiel est fait. La F1 a trouvé son nouveau prodige. Flavio Briatore ne s'y trompe pas. Schumacher signe chez Benetton. Là, il va transformer une équipe outsider en machine à gagner. Son premier succès arrive à Spa. Encore. Puis tout s'accélère. En 1994, après le décès tragique d'Ayrton Senna, Schumacher porte le sport sur ses épaules. Il remporte son premier titre mondial, mais dans la controverse. Lors de la dernière manche à Adélaïde, il percute Damon Hill. Accident volontaire ou simple erreur? Le débat continue encore aujourd'hui. En 1995, il efface les doutes. 15 podiums, 9 victoires, un second titre consécutif. Michael Schumacher n'est plus une étoile montante. Il est le nouveau patron de la Formule 1. À seulement 26 ans, il a déjà changé la donne. La suite, ce sera Ferrari et une légende qui dépassera le sport. Lorsque Michael Schumacher quitte Benetton en 1996, il fait un choix qui semble insensé. Ferrari, la Scuderia, n'a plus gagné de titre pilote depuis 1979. 17 ans d'attente. L'équipe est mythique, mais minée par les échecs, la pression médiatique et les divisions internes. Beaucoup pensent que ce transfert est une erreur de carrière. Mais Schumacher, lui, voit un défi. Il veut redonner à Ferrari sa couronne. Les débuts sont chaotiques. La Ferrari F310 est une voiture capricieuse, fragile et en retard sur la concurrence. Pourtant, Michael réussit l'impossible. 3 victoires dès sa première saison,
dont une au Grand Prix d'Espagne, sous une pluie diluvienne. Ce jour-là, il écrase ses rivaux avec une démonstration qui lui vaut définitivement le surnom de Ringmaster. Ferrari comprend qu'elle a trouvé son messie. Mais les titres se font attendre. En 1997, il perd la couronne dans un final dramatique à Jerez, face à Jacques Villeneuve. En 1998, il s'incline face à Mika Häkkinen et McLaren Mercedes. Chaque année, l'espoir grandit et retombe. Ferrari progresse, mais la malédiction semble tenace. Et puis vient 1999 à Silverstone. À plus de 300 km/h, les freins de sa Ferrari lâchent. Michael percute violemment les barrières. Résultat, une jambe fracturée, saison terminée. Le rêve rouge paraît une fois encore s'effondrer. Mais ce qui aurait brisé la plupart des pilotes ne fait que renforcer sa détermination. Pendant que son équipe continue de progresser, Schumacher prépare son retour. L'année 2000 change tout. À Suzuka, il décroche enfin le titre mondial avec Ferrari. 21 ans d'attente prennent fin. Dans les stands, les mécaniciens pleurent. L'Italie entière est en liesse. Michael, lui, est en larmes, submergé par l'émotion. Ce n'est pas seulement un titre. C'est la renaissance de Ferrari. Et ce n'était que le début. De 2000 à 2004, Michael Schumacher va dominer la Formule 1 comme aucun autre avant lui. 5 titres consécutifs, une régularité implacable, des records pulvérisés. En 2004, il remporte 13 Grands Prix sur 18, une saison presque parfaite. Le monde le surnomme alors le Kaiser, l'empereur. Plus qu'un pilote, il est devenu une institution. Mais la clé de cette hégémonie, ce n'était pas seulement son talent au volant. C'était sa méthode. Schumacher avait une éthique de travail incomparable. Après chaque séance, il restait des heures avec ses ingénieurs, décortiquant les données, testant, réglant, encore et encore. Son mental était d'acier. Là où d'autres perdaient leurs moyens sous la pression, lui se transcendait. Il savait aussi fédérer. Autour de lui, Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne et toute une équipe ont bâti un empire. Michael ne se contentait pas de piloter. Il inspirait, il tirait tout le monde vers le haut. Chaque victoire, il a partagé avec ses mécaniciens, ses ingénieurs, son équipe. C'était sa marque, gagner en faisant grandir les autres. En ces années dorées, Ferrari était imbattable. Et Michael Schumacher, à son apogée, n'était plus seulement un pilote de Formule 1. Il était une légende vivante, un symbole d'excellence et de discipline. Un empereur des circuits, adulé par des millions de fans, respecté jusque par ses rivaux. On a tous entendu cette phrase. Schumacher roulait toujours à la limite. Mais que signifie vraiment piloter, à la limite, en Formule 1? Et surtout, pourquoi Michael Schumacher le faisait-il mieux que tous les autres? Les données de télémétrie sont claires. Là où un pilote classique freine fort et relâche brutalement, Schumacher freinait tard. Mais surtout, il relâchait avec une fluidité exceptionnelle. Son pied droit n'était jamais binaire. Pas de ouvert ou fermé, mais une caresse progressive de la pédale, qui gardait la voiture stable au moment le plus critique, l'entrée en courbe. Comparé avec son coéquipier Johnny Herbert. À Silverstone, même virage, même voiture. Herbert relâche brutalement l'accélérateur avant de plonger sur les freins. Résultat, l'auto se déstabilise, il perd de la vitesse et du temps. Schumacher, lui, gère avec une précision chirurgicale. Chaque micro-correction, chaque millimètre sur l'accélérateur. Et c'est là que son surnom, le maître de la pluie, prend tout son sens. Sous la pluie, quand l'adhérence disparaît et que les autres tâtonnent, Schumacher semblait flotter au-dessus de la piste. À Spa 1992, c'était sa toute première victoire. Alors que ses rivaux se battent pour garder la voiture droite, Michael danse avec la pluie, trouvant des trajectoires invisibles aux autres. Barcelone 1996 est l'exemple ultime. La Ferrari était loin d'être la meilleure. Mais sous un déluge, Schumacher humilie la concurrence. 3 secondes au tour, plus rapide que n'importe qui. Ce jour-là, il a signé l'une des plus grandes démonstrations de pilotage de l'histoire. La presse le surnomme définitivement le « maître de la pluie ». Face à Mika Häkkinen, son grand rival, la différence se voyait dans les moments critiques. Häkkinen était ultra rapide,
mais parfois vulnérable sous pression. Schumacher, lui, restait de glace. Jamais un mot plus haut que l'autre dans la radio. Jamais une faute en fin de course. Constance, adaptation, zéro erreur. C'était sa signature. Une autre de ses armes secrètes, la rotation du châssis. Là où beaucoup de pilotes choisissaient entre vitesse en entrée ou accélération en sortie, Michael parvenait à combiner les deux. Comment faisait-il? En faisant pivoter légèrement l'arrière de la voiture au milieu du virage. Ce petit survirage contrôlé, obtenu par un dosage subtil de frein et d'accélérateur, lui permettait de remettre les gaz plus tôt que ses adversaires. Résultat, plus de vitesse sur toute la ligne droite suivante. Et il reproduisait ça tour après tour, virage après virage, sans jamais faiblir. Pas d'erreur, pas de baisse de régime. Là où d'autres perdaient de la lucidité après 50 tours, Schumacher restait constant, précis comme une machine. Ses ingénieurs disaient qu'il pouvait faire 10 tours d'affilée dans la même dixième de seconde. Une régularité surhumaine. Voilà ce qui faisait de Michael Schumacher un pilote unique. Sa capacité à repousser la limite sans jamais la franchir de trop. Toujours dans cette zone grise où la voiture glisse, mais reste sous contrôle. Ajoutez à cela son mental d'acier, son entraînement physique au-dessus de la moyenne et son travail acharné avec les ingénieurs, et vous obtenez une combinaison qui n'a existé qu'une fois dans l'histoire de la Formule 1. Être le plus rapide, beaucoup l'ont été un jour. Mais être le plus rapide à chaque tour, dans chaque condition, sans jamais craquer. Ça, seul Michael Schumacher savait le faire. 2006. Michael Schumacher a 37 ans. Depuis 2005, un jeune Espagnol, Fernando Alonso, défie l'empereur. Renault domine, Ferrari lutte. À Suzuka, en octobre, alors qu'il joue encore le titre, le moteur de sa Ferrari explose. C'est la fin d'un rêve et le signe que l'ère Schumacher touche à sa conclusion. À Monza, il annonce sa retraite. Le paddock est sous le choc. Après 16 saisons, 7 titres et 91 victoires, l'empereur quitte son trône. Les tifosi pleurent, la Formule 1 perd son roi. Pourtant, Schumacher ne disparaît pas. Il reste proche de Ferrari, comme conseiller. Mais loin des projecteurs, l'envie de piloter ne l'a jamais quitté. Passionné de vitesse, il essaie même la moto en compétition. Mais au fond, seule la Formule 1 pouvait vraiment l'appeler. Et l'appel arrive en 2010. Mercedes, qui revient officiellement en F1, convainc Michael de reprendre le volant. 3 ans après sa retraite, à 41 ans, il annonce son retour. Le monde est stupéfait. Peut-il encore briller face à une nouvelle génération menée par Vettel, Hamilton et Alonso? Les résultats ne seront pas à la hauteur de son palmarès. En 3 saisons, Schumacher ne gagne pas de course. Mais son rôle est ailleurs. Avec Nico Rosberg comme coéquipier, il sert de guide, de mentor. Ses retours techniques, son exigence et sa vision aident Mercedes à poser les fondations de l'équipe qui, quelques années plus tard, écrasera la F1 avec Lewis Hamilton. Et pourtant, même à plus de 40 ans, Michael prouve qu'il n'a rien perdu. En 2012, au Grand Prix d'Europe, à Valence, il grimpe sur le podium à la 3e place. À 43 ans, il devient le plus vieux pilote sur le podium depuis 1970. Un dernier éclat, un rappel que le Kaiser reste un géant. En fin de saison, il annonce sa retraite définitive. Cette fois, pour de bon. Il quitte la Formule 1 avec un héritage immense. 91 victoires, 68 pole positions et l'image d'un homme qui a tout donné pour son sport. Mais son retour chez Mercedes n'était pas une erreur. C'était un passage de témoin. Grâce à lui, l'équipe allemande a bâti l'empire qui allait marquer la décennie suivante. Michael Schumacher n'a peut-être pas ajouté de titre à son palmarès après 2006, mais il a ajouté une dimension à sa légende. Celle d'un pilote qui, même loin de son apogée, savait encore inspirer, transmettre et préparer l'avenir. Le 29 décembre 2013, les Alpes françaises brillent sous un ciel clair d'hiver. Michael Schumacher, septuple champion du monde, est en vacances à Méribel avec sa famille. Il connaît la montagne, il aime le ski. Ce matin-là, il accompagne son fils Mick, âgé de 14 ans, pour une descente hors piste. Mais sous la fine couche de poudreuse, se cachent des rochers. Dans un passage non balisé, la neige est traîtresse. En quelques secondes, tout bascule. Schumacher perd l'équilibre, chute, et sa tête heurte violemment une pierre. Le choc est si brutal que son casque se brise. Certains évoquent la fixation métallique d'une caméra GoPro qui aurait aggravé l'impact. Une hypothèse jamais totalement confirmée, mais qui entera longtemps les débats. Sur place, les secours arrivent rapidement.
Les patrouilleurs de piste comprennent immédiatement la gravité de la situation. Michael est conscient quelques instants, puis son état se dégrade. Un hélicoptère médicalisé décolle en urgence vers l'hôpital de Moutier. Mais en vol, la situation s'aggrave encore. Les médecins n'ont d'autre choix que de rediriger vers Grenoble, un centre spécialisé en neurochirurgie. L'arrivée aux urgences est critique. Un traumatisme crânien sévère, hémorragie intracrânienne. Le diagnostic est sans appel. Michael Schumacher est entre la vie et la mort. Les médecins l'opèrent en urgence, puis décident de l'installer dans un coma artificiel. Son cerveau doit être protégé, stabilisé, au prix d'une plongée volontaire dans l'inconscience. Très vite, l'information filtre. Le monde entier apprend que Michael Schumacher est hospitalisé, dans un état grave. Devant l'hôpital, les journalistes affluent. Des centaines de fans s'y rassemblent, brandissant des banderoles rouges Ferrari. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent, près fort Schumi. Dans le paddock de la Formule 1, c'est la stupeur. Les rivaux d'hier, Alonso, Vettel, Hamilton, expriment leur choc et leur soutien. L'icône de toute une génération est plongée dans le silence. Pendant plusieurs jours, le monde vit au rythme des bulletins médicaux. Les communiqués sont rares, prudents, mesurés. Chaque phrase est scrutée, chaque mot disséqué. Puis, le 6 janvier, le ton change. L'équipe médicale et la famille décident de couper la communication. Fini les détails. Fini les conférences. Le silence tombe comme un rideau. À partir de ce jour, personne ne saura plus rien de concret sur l'état réel de Michael Schumacher. Les fans prient, les médias spéculent, mais la vérité se referme derrière les murs de la résidence familiale. Le champion le plus exposé du monde devient, soudain, le plus invisible. Pour les supporters, c'est un déchirement. Celui qui avait défié la mort à plus de 300 km/h sur les circuits a été terrassé par une chute à ski. Les questions se multiplient. Pourra-t-il reparler? Reviendra-t-il un jour en public? Mais aucune réponse n'arrive. Seule certitude, depuis ce 29 décembre 2013, Michael Schumacher n'a plus jamais été vu officiellement en public. Après l'accident, un silence s'est abattu sur Michael Schumacher. Pas seulement un silence médical, mais un choix de vie. Derrière ce rideau, Corinna Schumacher, son épouse, devenue la gardienne inflexible de son intimité. Elle a pris une décision radicale. Aucune image, aucun détail médical ne filtrerait. Pour protéger son mari, mais aussi pour préserver sa dignité. Cette politique de confidentialité a été totale. Depuis plus de 10 ans, seuls quelques proches triés sur le volet ont pu approcher Michael. Pour le monde extérieur, l'homme aux 7 couronnes s'est transformé en une énigme. Les rares voix autorisées. Parmi ces voix, il y a Jean Todt. L'ancien patron de Ferrari, devenu ami intime. Lui qui a partagé les plus grands triomphes rouges avec Michael est l'un des très rares à lui rendre visite régulièrement. Longtemps, il a laissé filtrer quelques mots rassurants. Michael lutte chaque jour pour s'améliorer. Nous regardons parfois la F1 ensemble. Des phrases sobres, mais pleines d'espoir. Mais depuis 2023, son ton a changé. Dans une interview, il déclare « Michael n'est plus le même que celui que nous avons connu en Formule 1 ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Elle résume une réalité dure. Schumacher vit, mais n'est plus le pilote flamboyant, l'homme de fer que le monde admirait. En 2016, c'est son avocat, Félix Dame, qui lâche une vérité glaciale. Michael ne peut pas marcher. Une réponse claire, donnée au tribunal, pour mettre fin à une rumeur selon laquelle il aurait retrouvé une autonomie partielle. Ce témoignage officialise une certitude, l'empereur est cloué dans son corps. Même au sein de sa famille, la discrétion domine. Son frère, Ralph, confie qu'il n'a plus de contact direct avec Michael, ni même avec l'équipe médicale dirigée par Corinna. Une distance qui alimente les spéculations. Le témoignage le plus poignant viendra de son fils, Mick. En 2021, il lâche une phrase déchirante. « J'aimerais encore pouvoir parler avec mon père ». Une phrase qui, à elle seule, fait comprendre l'ampleur de la tragédie. Mais ce silence absolu a eu un revers. Il a attisé toutes les curiosités et parfois les pires comportements. Très vite, des tentatives de fuite apparaissent. En 2014, des dossiers médicaux sont volés puis proposés aux médias contre 50 000 €. Le suspect sera retrouvé mort en prison, dans des circonstances troubles. En 2016, une photo prise en secret dans la maison familiale circule en coulisses. Elle aurait été proposée à la presse pour 1 million d'euros. Plus récemment encore, en 2024,
Une tentative d'extorsion impliquant des clichés supposément pris grâce à un drone refait surface sur la Deep Web. Chaque fois, la famille réagit par des actions en justice, mais le mal est fait, l'appétit médiatique reste insatiable. Derrière les murs de leur résidence de Gland, en Suisse, Corinna mène un autre combat, celui du financement. Car les soins de Michael sont colossaux. Depuis 2013, on estime qu'ils ont déjà coûté plus de 65 millions d'euros. Une armée de médecins, kinésithérapeutes, infirmiers et équipements spécialisés, mobilisés 24 heures sur 24. Pour faire face, la famille a dû vendre une partie du patrimoine. Un jet privé, une collection de montres de luxe. Même certaines voitures avec lesquelles Michael avait gagné des championnats ont été mises aux enchères. En 2020, une somptueuse villa sur les rives du lac de Genève a changé de propriétaire. Chaque vente est une façon de continuer la bataille, de maintenir ce niveau de soins exceptionnel. Ce silence, voulu et protégé, fait de Michael Schumacher un mystère permanent. Est-il conscient? Reconnaît-il ses proches? A-t-il des moments de lucidité? Personne, hormis une poignée de fidèles, ne connaît la réponse. Et chaque mot rare, chaque rumeur, devient un événement mondial. Ce rideau dressé par Corinna n'est pas seulement une protection. C'est aussi une façon de conserver la légende intacte. Pour le monde, Michael Schumacher reste l'empereur de la Formule 1, le Kaiser invincible. Son image demeure figée dans le marbre, loin de la déchéance que certains auraient voulu exhiber. Plus de 10 ans après Méribel, Michael Schumacher continue de fasciner, d'inspirer, d'émouvoir. Derrière le rideau, il se bat encore, soutenu par les siens. Et peut-être est-ce là le vrai sens de cette discrétion, nous rappeler qu'au-delà du champion, il reste un homme. Un mari, un père. Un être humain fragile, que sa famille a choisi de protéger coûte que coûte. Derrière chaque légende, il y a une famille. Dans l'ombre du silence imposé depuis 2013, Corinna Schumacher est devenue le pilier de cette forteresse. Son rôle, discret mais essentiel, a été d'organiser la vie autour de Michael, d'assurer les soins, de protéger son intimité et surtout, de préserver sa dignité. Elle est celle qui a dit non au voyeurisme, celle qui a porté le poids des décisions impossibles, jour après jour, depuis plus de 10 ans. Leur fille, Gina Maria, a choisi un tout autre chemin, celui de l'équitation. Cavalière de haut niveau, elle a trouvé dans les chevaux la même passion et la même exigence que son père sur les circuits. En 2023, son mariage a fait la une de certains médias. Non pas pour elle, mais pour la rumeur. Michael y aurait assisté, en secret, derrière un dispositif de sécurité absolue. Aucune photo, aucune preuve. Mais l'idée même de sa présence a suffi à émouvoir des millions de fans. Le fils, Mick, a suivi la voie des circuits. Champion de Formule 2 en 2020, il a fait ses débuts en F1 avec As. Porter le nom Schumacher n'est pas un cadeau. La comparaison est permanente, le poids immense. Mais Mick a su imposer son propre style, son propre caractère. Aujourd'hui pilote de réserve chez Mercedes, il reste animé par une mission. Faire vivre l'héritage de son père, et peut-être un jour, retrouver un volant de titulaire. Chaque fois qu'il entre en piste, chaque fois qu'il porte ce casque rouge inspiré de celui de Michael, les tifosi sentent battre à nouveau une part de l'histoire. Car l'héritage Schumacher dépasse largement sa famille. Dans chaque paddock, dans chaque garage de F1, son nom continue de résonner. Les plus jeunes pilotes, de Verstappen à Leclerc, le citent comme une référence. Les ingénieurs rappellent encore son acharnement au travail, sa discipline militaire, son obsession du détail. Et pour les tifosi, Michael Schumacher n'est pas seulement un champion. Il est celui qui a ressuscité Ferrari, celui qui a transformé la Scuderia en empire au début des années 2000. Aujourd'hui encore, quand un pilote domine la F1, un parallèle s'impose toujours. Est-ce le nouveau Schumacher? Peu de sportifs ont atteint ce statut, où leur nom devient une mesure, une référence absolue. Michael Schumacher est de cela. Pour sa famille, il reste un mari, un père. Pour le monde, il reste le Kaiser, l'empereur des circuits. Invisible, mais toujours présent. Son héritage, c'est cette flamme que Corinna entretient, que Gina prolonge à cheval, que Mick perpétue en piste, et que des millions de fans continuent de porter dans leur cœur. Michael Schumacher, c'est 7 titres mondiaux et 91 victoires. Mais réduire son histoire à des chiffres serait une erreur. Car au-delà des statistiques, il a incarné quelque chose de plus grand. L'obsession de la perfection, le travail acharné, la discipline mentale et la capacité de repousser chaque limite, toujours un peu plus loin. Pendant 15 ans, il a régné sur la Formule 1 comme personne. À la fois technicien,
leader et guerrier. Sa carrière fut un mélange de triomphes inoubliables et de controverses, de gloire absolue et de batailles acharnées. Puis, le destin a frappé loin des circuits, sur une piste de ski à Méribel. Depuis, un rideau de silence entoure l'homme, transformant sa vie en mystère. Mais ce silence n'a jamais effacé sa légende. Au contraire, il l'a amplifiée. Aujourd'hui, Michael Schumacher reste une source d'inspiration. Pour les jeunes pilotes, qui grandissent avec son nom comme référence. Pour les fans, qui se souviennent de chaque victoire. Pour sa famille, qui continue de porter sa flamme. Et pour le monde entier, qui voit en lui bien plus qu'un champion, un symbole de courage et de dépassement de soi. Michael Schumacher reste, quoi qu'il arrive, l'un des plus grands noms de l'histoire du sport. Son combat silencieux continue de toucher le monde entier. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres histoires vraies derrière les légendes de la course, abonnez-vous à Red Zone Motor. Ici, on raconte la vérité derrière les mythes.